C'est bon, on va passer en direct. Bonjour à tous, bienvenue sur ce nouveau live. Avec toutes vos questions, on est sur le numéro 22 de ce mois de juillet. J'espère que vous allez bien, voire même que vous allez très bien. Pour commencer cette édition estivale, je vais vous présenter une intervenante de qualité que vous ne connaissez sûrement pas ou peut-être pas, qui est Justine et qui est une professionnelle du Jyotish, qui est l'astrologie védique. Elle travaille avec nous à Ayurveda et Conscience. C'est une très belle personne, à la fois dans son activité et vous pourrez la découvrir avec la vidéo que je vais mettre sur le YouTube une fois qu'on aura terminé le live. Bonjour Justine. Bonjour Joyce et bonjour à tous. Merci de m'accueillir ce matin avec vous. Est-ce que vous pourriez un peu présenter qui vous êtes, ce que vous faites, parce que l'astrologie védique, on ne sait pas trop ce que c'est, on ne sait pas trop c'est quoi la différence avec l'astrologie, et puis c'est vrai qu'on a pas mal de réticences souvent sur cette discipline. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus? Oui, bien sûr. Donc moi je suis Justine Gilodi ou Savitri et donc je suis consultante en Jyotish, donc en astrologie sidérale indienne. Donc l'astrologie c'est vraiment en fait une autre partie ou en tout cas un autre cœur des sciences védiques. Dans ce cœur on pourrait y ajouter l'Ayurveda, le Vastu et puis l'étude du yoga, des postures. Et le Jyotish en fait a vraiment toute sa place, ça a toujours eu toute sa place dans cette étude des sciences védiques parce que c'est la lumière des Védas, c'est l'œil des Védas. Donc le Jyotish nous permet de voir un petit peu qu'est-ce qui se passe dans notre vie et puis dans la vie de quelqu'un et d'essayer de comprendre un petit peu quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'il faudrait faire du coup pour que ces enjeux soient en notre faveur ou en contraire, comment est-ce qu'on peut contrer un petit peu un certain karma ou un certain challenge auquel on pourrait faire face. Donc le Jyotish, il a à la fois pour objectif de nous aider à comprendre qui l'on est, mais aussi de nous aider à comprendre un petit peu notre avenir et de nous aider à comprendre les personnes qui viennent à nous. Donc, le Jyotish, pour moi, c'est vraiment dans la continuité de l'Ayurveda. Je pense que pour beaucoup, en tout cas, pour ceux qui me connaissent, on commence tous en général vers l'Ayurveda. Donc, c'est mon parcours aussi. J'ai commencé par l'Ayurveda, à apprendre l'Ayurveda. Et c'est au fil du temps où j'ai découvert que le Jyotish était très pertinent avec l'étude de l'Ayurveda et puis après, plus tard, du Vastu aussi. Parce que quand on essaye d'aider quelqu'un sur son chemin de la santé ou quand on essaie de comprendre qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de nous, et ben parfois on a besoin d'étudier les astres pour savoir un petit peu qu'est-ce qui se passe. Est-ce que on a peut-être des transits particuliers qui font qu'on peut avoir une certaine maladie ou peut-être certains troubles émotionnels qui viendraient nous impacter ou au contraire, est-ce qu'on est dans une bonne période pour commencer un soin? Donc le Jyotish, c'est vraiment à la fois l'étude de notre personnalité, de qui on est, de notre karma, et puis c'est aussi un outil pour nous aider à avancer et à se prendre en main pour réussir ce qu'on a envie de réussir. D'accord. Donc c'est une science védique qui permet d'éclairer son chemin de vie en fait quelque part. C'est ça, exactement. Alors, j'ai déjà une question en ligne de Pauline. Si on est né en France, on doit suivre l'astrologie occidentale, très bonne question, ou indienne, est-ce possible? Est-il possible de mixer les deux? Se font-elles écho? Qu'est-ce que vous en pensez, Justine? Alors, c'est une très très bonne question. Donc, c'est vrai que c'est deux astrologies qui sont différentes. Donc, on va parler d'astrologie tropicale pour l'astrologie qu'on pratique en Occident, en France, et on va parler d'astrologie sidérale quand on va parler d'astrologie Jyotish. Donc, c'est deux astrologies qui sont différentes parce que les calculs sont différents. L'astrologie qu'on pratique en Occident, elle est plutôt basée sur les saisons. Donc, c'est-à-dire qu'ok, le 21 mars, eh ben, si vous êtes né à ce moment-là, votre soleil était en bélier. Sauf que dans le ciel, eh ben, c'est pas vraiment ce qui se passait. Ce qui se passait, c'est que dans le ciel, le soleil était encore en poisson, tout simplement parce que en astrologie sidérale ou Jyotish, on va prendre en compte un phénomène. Donc, je vais vous parler d'un terme un peu fancy, mais qui s'appelle la précession des équinoxes. Donc, c'est simplement en fait un mouvement de la Terre lié par rapport au ciel, qui fait que du coup, il y a un décalage qui se crée et le soleil, réellement dans le ciel, il était dans le signe du poisson. Ce qui fait que du coup, en fait, entre deux astrologies, vous allez passer d'un signe de feu à un signe d'eau. Donc déjà, ça va changer beaucoup de choses ici.
Maintenant, si vous êtes en France et que vous avez une affinité avec l'Ayurveda, le Vastu, je pense que le Jyotish résonnera tout à fait, en tout cas avec les Français qui ont une affinité particulière pour cette science-là. Maintenant, on peut aussi le voir de cette façon en se disant que l'astrologie qu'on pratique en France est une astrologie plutôt de personnalité, qui va vraiment nous aider à comprendre qui on est sur le plan matériel de la personnalité. Et l'astrologie Jyotish est plutôt une astrologie qui va vraiment être reliée à la profondeur de l'âme, au karma, qui va essayer de nous aider à nous comprendre en profondeur. Donc, c'est vraiment deux outils qui peuvent très bien fonctionner en synergie. Alors, quand je dis en synergie, c'est vraiment deux outils très différents. Maintenant, les mélanger, si vous avez compris de quoi je vous parlais, ça risque d'être un peu compliqué parce qu'on n'a pas les mêmes méthodes de calcul. Donc, forcément, les mélanger, ça peut être compliqué, mais on peut se servir des deux en parallèle pour comprendre qu'est-ce qui se passe en nous et puis essayer de trouver les meilleurs outils. Euh, D'accord. donc, vraiment, voilà, choisir le courant qui nous parle le plus, c'est important. Et puis, découvrir les deux aussi pour voir qu'est-ce qui nous appelle le plus. Donc en fait, c'est une manière d'interpréter qui, en fait, les deux sont différentes, mais ramènent au final à la même situation. Donc les deux peuvent être possibles, voire même complémentaires en fait. Oui, tout à fait. Et ce qui est bon de se souvenir, c'est que l'astrologie est sous la bénédiction d'une divinité qui s'appelle la Jyotirvidya, qui est la divinité de la lumière. Et c'est-à-dire que peu importe l'astrologie que vous faites, finalement, si vous le faites avec le cœur, l'envie d'aider quelqu'un et que vous le faites avec beaucoup de bienveillance, eh ben vous êtes sous la protection de la Jyotirvidya. Alors que vous passiez du tropical ou du sidéral, finalement, on est tous un peu les astrologues et ceux qui pratiquent l'astrologie sous cette bénédiction. Et c'est ça qu'il faut se garder, je pense, en tête aussi. Merci beaucoup, Justine. Je vous avais dit qu'elle était super, Justine, hein. Ça donne envie quand même, hein. On va passer à notre cursus à Ayurveda et Conscience. Est-ce que vous pourriez un petit peu parler de ce que vous allez voir avec les élèves? Euh, voilà, donc ce cursus commence au mois de juillet, il est ouvert à tous. Ce sont 6 jours de formation, donc 3 jours en juillet et 3 jours en août, donc par Zoom, donc en distanciel. Donc on a bien sûr des replays qui sont disponibles et ça va vous permettre donc de lire un thème et de voir plein d'aspects extrêmement intéressants pour bah, déjà lire votre propre thème et mieux vous comprendre. Et donc, c'est Justine qui va faire cette formation. Donc, je vous laisse en parler, Justine. Oui, bien sûr. Donc déjà, ce qui est important de se garder à l'esprit, c'est que la formation est vraiment accessible à tout le monde, peu importe les bases qu'on ait. Si on n'a absolument aucune base en astrologie, c'est très bien. La formation, elle a été adaptée pour. Donc voilà, pas de stress, vous n'avez pas besoin de connaître encore tous vos signes, tous vos nakshatras ou vos planètes. Donc la formation a été découpée de sorte à ce qu'il y ait une première partie d'introduction. Donc cette partie d'introduction va permettre déjà de contextualiser un petit peu le Jyotish, d'où ça vient, à quoi ça sert aussi, et avec toute une partie sur la posture éthique. C'est quelque chose qui me semblait très important et c'est quelque chose qui va devoir être cultivé quand on pratique l'astrologie, cette partie éthique. Ensuite, on va découvrir bien, toute la sphère du Jyotish, donc c'est-à-dire les planètes, les signes, les maisons et les nakshatras. Donc si pour l'instant tout ça c'est encore un petit peu nouveau pour ceux qui nous écoutent, vous inquiétez pas, le but de la formation c'est qu'à la fois, à la fin, ce soit complètement clair et limpide. Donc on va animer cette formation ensemble au rythme de vos questions aussi. Le but n'étant pas que ce soit simplement moi qui parle, vos questions aussi peuvent animer et vont animer la formation. Et on va aussi, en tout cas, je vais faire de mon mieux pour vous partager ces informations sous un angle plutôt métaphorique, avec des images, avec des visions. C'est comme ça qu'on retient le mieux. Si je vous dis simplement la maison 1 correspond au corps, etc., vous allez me dire, bon, il va falloir que je me souvienne de 12 maisons, 12 signes, 27 nakshatras, on ne s'en sort pas. Par contre, si on travaille avec des images, avec des histoires et des métaphores, tout de suite, ça prend beaucoup plus de sens, surtout au niveau subconscient. On va vraiment travailler avec ces images-là pour que du coup, on puisse réutiliser ces images dans les consultations et puis dans le travail qu'on va faire après. Après, bien sûr, il y aura toute une partie un petit peu plus technique d'interprétation de thèmes. Donc, effectivement, on verra plusieurs piliers d'interprétation pour voir si, voilà, quel domaine est le plus fort. Est-ce que c'est la carrière qui est peut-être plus important chez quelqu'un ou au contraire, est-ce qu'il y a un challenge au niveau des amours? Donc, on va pouvoir commencer un petit peu à diguer et voir qu'est-ce qui a besoin d'être soutenu dans un thème. Mhm. L'idée, encore une fois, c'est qu'on va vraiment passer au travers de beaucoup de techniques. Et moi, je ne vais pas vous demander dans la formation de vous souvenir de toutes les techniques. C'est impossible en 6 jours de formation. Par contre, à la fin de la formation, j'espère et je sais que vous allez au moins avoir retenu une technique. Et c'est cette technique-là que je vous demanderai après de mettre en application, pas dans votre quotidien, que ce soit auprès de vos amis ou même si vous faites déjà des consultations par rapport en Ayurveda. Le but de cette formation, c'est pas
vous rendre expert en astrologie en 6 jours, c'est impossible. Par contre, c'est de vous aider à maîtriser vraiment une technique que vous allez pouvoir mettre en pratique et que après vous allez pouvoir aussi développer et étendre en relisant pardon, les cours, en revisionnant les vidéos, en tout cas voilà, en pratiquant petit à petit. Il y aura bien sûr toute une partie sur les remèdes. Alors ça, c'est quelque chose de vraiment impressionnant avec le Joytish, c'est-à-dire que l'astrologie vous dit pas seulement, OK, vous avez un problème dans vos relations ou dans la carrière, c'est vous dire, OK, vous avez ce challenge-là, qu'est-ce qu'on fait pour le régler, ce problème? Donc ça va passer par des mantras, mais ça va aussi passer par des petites choses à cultiver au quotidien. Donc il n'y a pas la nécessité d'être religieux aussi, vous n'avez pas besoin de devenir hindou pour faire du Jyotish, bien que ça aide, bien entendu, d'essayer de comprendre la sphère hindoue avec les divinités et les rituels pour comprendre aussi culturellement pourquoi les choses sont faites. Mais dans tous les cas, ce qui va être important, c'est de trouver les outils qui vont être pertinents pour vous, mais aussi pour les personnes que vous allez accompagner. Donc cette partie remède va être incroyable parce qu'elle va vous donner une opportunité du coup de changer votre destinée. Et c'est ça qui est génial avec le DIT, c'est qu'on devient aussi maître en partie de notre destinée. Et on aura une partie sur la compatibilité pour ceux qui voudraient savoir si leurs amitiés, mais aussi leurs romances sont compatibles. Donc encore une fois, toujours avec beaucoup de parcimonie et beaucoup de recul, parce que l'idée n'étant pas de partir avec des blancs et des noirs. On est toujours dans une zone de gris. On essaie toujours de trouver aussi des remèdes pour avancer, toujours avec beaucoup de recul. Mais en tout cas, voilà, c'est des choses qu'on va aborder. On abordera aussi, bien sûr, le karma et le dharma, qui sont des grands thèmes. On pourrait en parler peut-être pendant 2 heures, mais voilà, en tout cas, c'est des sujets qu'on abordera pendant ces 6 jours. C'est extraordinaire. En fait, en 6 jours, je vais pouvoir comprendre mon thème et me dire, oh, là, il y a un problème dans tel domaine. Et me dire, OK, je vais faire tel remède. Alors, effectivement, il y a les mantras, mais il y a des choses qui sont parfois assez drôles. Parfois, il faut aller nourrir des animaux ou porter telle pierre. Donc, en plus, c'est extrêmement presque divertissant. Et aussi, ce qui est parfois fulgurant, c'est de voir comment ça répond de l'autre côté, de faire ça et de voir que comme si la planète répondait. C'est vraiment parfois très impressionnant. Et en plus, je crois que la partie compatibilité, alors amicalement, je ne pense pas que vous ayez beaucoup de demandes, mais par contre, au niveau sentimental, je pense que ça risque d'avoir beaucoup de succès. Merci beaucoup, Justine. C'est très clair pour toutes ces informations. Ça donne vraiment envie. Du coup, les personnes qui suivent le YouTube ont la chance que vous avez 2 questions auxquelles vous allez répondre en Jyotish. Est-ce que vous pouvez m'indiquer quelles sont ces questions? Alors, la première question était, est-ce que le Jyotish peut confirmer la constitution ayurvédique et comment? Alors ça, forcément, on est avec l'école Ayurveda et Conscience, donc forcément que ça nous intéresse de savoir si le Jyotish peut déterminer la prakruti de quelqu'un, et effectivement, oui. Alors, bien entendu, encore une fois, c'est toujours avec parcimonie, vous allez avoir des thèmes où effectivement, c'est beaucoup plus facile de déterminer une prakruti parce que vous allez avoir, par exemple, quelqu'un avec beaucoup de planètes feu dans des signes de feu, avec des nakshatras aussi très feu. Donc forcément, vous allez dire, OK, la personne, elle a un tempérament très pitta, et donc effectivement, il va peut-être falloir du coup contrebalancer un petit peu ce feu en excès. À Hmm. l'inverse, et dans beaucoup de cas, en général, on va avoir quelque chose de beaucoup plus mitigé. Normal, il y a beaucoup de double constitution. Donc on va toujours voilà, voir un petit peu si on a un peu de kapha, un peu de vata, ou au contraire, est-ce qu'on a du pitta, du vata. Alors comment est-ce qu'on le détermine concrètement? Vous allez pouvoir voir en fait les planètes. Est-ce qu'elles sont de certains doshas? Par exemple, Vénus est kapha, la Lune va être kapha aussi, Jupiter aussi, mais par contre, Saturne va être vata, Rahu aussi. Donc par exemple, Saturne, qui est une planète vata, dans un signe d'air, par exemple comme le signe de la Balance ou le signe du Verseau, on sait qu'on va peut-être potentiellement avoir un excès d'air ici, donc un excès de Vata dans une certaine mesure. Donc on va pouvoir juger des placements des planètes, mais vraiment je pense que si vous voulez faire ça très simplement, une seule méthode, c'est surtout de regarder l'ascendant. L'ascendant, c'est la première maison. C'est ce qui se levait à l'est au moment de la naissance, puisque l'est représente le soleil. Donc on a envie de regarder qu'est-ce qui se passe à l'est, où est-ce que l'âme en fait s'est levée au moment de l'incarnation finalement. Et donc, on a envie de regarder quel est ce signe. Donc, forcément, si on a un ascendant Lion, on va peut-être avoir plutôt un tempérament, une constitution de type Pitta. Et si dans cette maison, dans cet ascendant Lion, dans cette constellation, on retrouve des planètes, notamment Mars et le Soleil, par exemple, on sait qu'on va avoir quelqu'un de très Pitta et qui, du coup, Hmm. va peut-être avoir besoin de tenir un peu ses rênes et de se calmer un petit peu, en particulier avec le temps qu'il fait en ce moment, Ah, puisqu'on est en plein été. Mais dans tous les cas, voilà, c'est comme ça qu'on peut déterminer une constitution.
Bien entendu, le Jyotish sert vraiment d'appui pour déterminer la constitution et ça ne remplace pas une analyse de peau ou l'analyse d'un praticien en Ayurveda, bien entendu. Hmm. Mais ce qui est surtout très intéressant, c'est pas tant de déterminer la prakriti de quelqu'un, mais c'est aussi de voir les vitraux, les déséquilibres. Et ça, c'est vraiment très, très intéressant parce qu'avec le Jyotish, ça peut être très flagrant. Un Donc, il y a deux transit, petits, en fait, hein. c'est ça, Ah. exactement. Donc Hmm. un changement d'achat, donc une période de vie ou un transit particulier. Et là, tout de suite, on peut avoir un excès de vata et on se demande pourquoi. On se dit, mais pourquoi je suis stressée? Pourquoi je suis aussi dispersée? Et là, on se dit, ah bah voilà, il y a Raoult qui transite dans mon ascendant ou qui vient toucher ma lune. Donc forcément, je vais avoir beaucoup plus d'air. Ou au contraire, je me sens léthargique, je sais pas trop quoi faire. Ah, mais oui, il y a Jupiter ok, qui est en train de transiter dans mon ascendant. Bon, on va peut-être essayer de trouver deux, trois remèdes ayurvédiques pour le coup, pour Ouais. se remettre en mouvement et puis bah, rééquilibrer un petit peu tout ça. Très, très intéressant. Merci beaucoup. Et la seconde question? Donc la seconde question était comment peut-on déterminer quelles seraient les zones géographiques qui nous correspondraient le plus pour y vivre? Hmm. Et donc ça fait partie des remèdes. Et effectivement, c'est une très très bonne question parce que l'astrologie jyotish peut déterminer nos meilleurs lieux de vie. Hmm. Et donc ça, on va aborder ce sujet dans l'astrocartographie. Donc il existe deux types d'astrocartographie qu'on peut aborder. Il y a une première astrocartographie qui est une astrocartographie plutôt simple et plutôt basée sur l'astrologie tropicale puisqu'elle a été développée assez récemment. Donc vous allez avoir accès à un site où vous allez voir une grande carte du monde avec plusieurs lignes qui vont déterminer en fait les planètes, quelle était l'influence des planètes dans tel ou tel pays. Donc par exemple, si en France vous avez une ligne de Mercure qui traverse la France, vous êtes sous l'influence de Mercure dans cette zone particulière en France. Donc ces lignes, elles ont environ entre 600, 700 km, voire parfois plus pour certaines lignes. Donc vous allez avoir en fait une zone périphérique pour voir si cette ligne du coup vous convient. Alors est-ce que cette ligne vous convient ou non? Bah, ça va dépendre du thème de la personne. Si Mercure joue un rôle bénéfique, donc c'est-à-dire que Mercure joue son plein potentiel, qui vient booster nos communications, notre intellect, eh ben super. Mais au contraire, si Mercure il est un petit peu difficile dans notre thème, qu'il est par exemple dans le signe du poisson, où il aurait du mal à communiquer, il aurait du mal à trouver ses mots, bah là, on se dit que peut-être que les lignes de Mercure vont être un petit peu challengeantes, en particulier pour le business, ou en tout cas dans des secteurs d'activité où on a besoin de communiquer. On se dirait que peut-être ce seraient des lignes à éviter, ou en tout cas peut-être les considérer en dernière, en tout cas. Donc ça, c'est la première carte qui s'analyse du coup avec le thème védique et du coup cette astrocartographie. Le deuxième thème, c'est un thème géodésique. Il est très intéressant parce qu'il nous permet en fait de voir si nous allons nous adapter culturellement à un pays. Ah, Et ça, c'est c'est super super important intéressant. comme question, ça. Hmm. Parce que vous pouvez avoir une super ligne de Mercure en Inde, Bah oui. imaginons, mais si culturellement, bah, vous vous adaptez pas au masala dosa et que vous n'arrivez pas à apprendre l'hindi ou peu importe le dialecte dans la région dans laquelle vous vous trouvez, bah, vous allez avoir du mal à vous intégrer. Et même si les lignes sont auspicieuses, vous avez besoin de pouvoir vous intégrer culturellement au pays. Donc là, c'est très intéressant parce qu'à partir de ce thème-là, on va pouvoir changer d'ascendant. Alors ça, c'est la petite magie du duettage aussi. On peut créer des nouveaux thèmes comme ça. On peut se créer des nouveaux thèmes en fonction du pays où on vit pour voir en fait, si vous voulez, les meilleures indications pour nous. C'est comme si en changeant de pays, on devenait une nouvelle personne finalement. Parce que du On coup, on peut a faire, c'est intégré ça, hein. une nouvelle culture. C'est ça. Et du coup, c'est très intéressant parce qu'en fait, vous avez des personnes en France, elles vont être comme ça, et dans un autre pays, elles vont être complètement différentes parce que les vibes vont être complètement différentes. Et c'est là un petit peu la magie où on va voir du coup si on s'adapte réellement à la culture ou non. Très intéressant. Et ça, on le voit lors de la formation, je crois. Bien sûr, bien sûr. Ah, mais c'est énorme, quoi. Ils vont ressortir avec tellement de trucs. Si vous savez pas quoi faire après, si vous n'avez pas compris ce que vous devez faire dans la vie ou comment rééquilibrer, là, on peut plus rien faire, hein. Vous avez tous les outils. Extraordinaire. Bah écoutez, on va mettre le lien pour l'inscription à ce stage, donc dans la barre de YouTube. Et bah, merci beaucoup d'avoir accepté de prendre ce temps pour être présente lors de ce YouTube Live, magnifique numéro 22, c'est un très beau chiffre. Et donc, on vous retrouve ben, fin juillet, donc c'est le 21 que ça commence, hein, c'est ça? 21 ou C'est ça. 23? C'est du 21 Je vais au vous dire. 23. C'est exactement du 21, 21, 22, 23 23. juillet pour la première partie et C'est ça. ensuite le week-end du 18, 19, 20. 20 août. Tout à fait. Et ben, écoutez, au plaisir de vous revoir lors de cette formation. Très belle journée. Et merci encore pour les internautes d'avoir répondu à leurs questions. Merci à vous. Passez une très belle journée. À très bientôt.
Je vous laisse vous déconnecter. Ça marche. Bonne- Alors, on se retrouve entre nous maintenant avec donc les questions de YouTube Live habituelles que j'ai bien reçues. Alors, et merci beaucoup à Shaima qui a mis toutes les informations pour s'inscrire à ce stage. Ça l'a trop... Non, je suis trop occupée. Sinon, franchement, j'aurais fait le stage. C'est trop, trop bien. En plus, Justine, elle est top. Franchement, Justine, mais allez-y maintenant. Je vous garantis que dans moins de 10 ans, vous ne pourrez plus y avoir accès tellement elle sera bookée. Franchement, c'est une perle. Alors, ceci étant dit, il y a vos questions. Alors, donc, première question. Bonjour Joyce, est-ce que Anu Thailam pour Nasya est tridochique et quels sont ses bienfaits? Alors, l'Anu Thailam, ça veut dire une petite huile. Et c'est une huile très très utilisée pour faire des inhalations. C'est effectivement tridochique. Par contre, il faut faire attention aux personnes qui ont des déséquilibres en excès de pitta. Ils peuvent un peu mal réagir. Ce ne sera pas la meilleure huile pour eux. C'est une huile qui est particulièrement indiquée pour les problèmes d'allergie, pour protéger la sphère ORL en général et en particulier se protéger de toutes les maladies nasales. C'est bien contre les maux de tête et c'est bien contre le rhume en particulier. Donc voilà, allez-y sur Anu Thailam, mais si vous avez des fortes réactions, c'est peut-être que vous avez un excès de pitta. Deuxième question. Bonjour Joyce, quels sont tes conseils pour faire remonter un acné faible avec un problème de gras Ani? J'ai une inflammation dans le corps et j'ai l'impression d'avoir de légères faiblesses musculaires. En combien de temps le problème peut se résoudre en sachant que ça fait 1 an et demi que j'ai développé ça? Alors, mon conseil, c'est que vous consultiez parce que vous avez l'air d'enclencher un problème de syndrome un peu auto-immune. C'est-à-dire que dans ce que je lis, il y a une problématique digestive qui commence à créer des effets sur d'autres systèmes dans le corps. Donc, on a un problème de système du coup qui s'installe et ça devient moins facile à conseiller. Dans ces cas-là, la première chose qu'il faut que je détermine, c'est quel dosha est responsable de ce qu'on appelle Grahani. Alors, Grahani, qu'est-ce que c'est? Grahani, c'est une grande famille de maladies en Ayurveda qui recoupe la plupart des maladies digestives actuelles, allant de la maladie des intestins irritables, à la colopathie, à la maladie de cœliaque. Tout ce genre de problématiques-là tombent dans une famille qu'on appelle Grahani, qui veut dire une faiblesse de Graha. Et Graha, c'est le duodénum, c'est le siège d'Agni. Donc, comme je ne sais pas quel dosha est responsable de la problématique et que j'ai un petit doute sur le fait que vos symptômes peuvent être un problème de pitta, mais peuvent être un problème d'ama aussi. Donc, n'étant pas sûr, du coup, qu'est-ce qu'on fait? On va prendre ce qu'on appelle des dipana et pachana, c'est-à-dire des substances qui vont stimuler la production et la relâche d'enzymes intestinales et de l'autre côté, favoriser la digestion de toutes les toxines que vous avez dans le corps. Donc, dans ces cas-là, il faut les prendre tridochiques puisque je n'ai pas déterminé le facteur causal, le fauteur de trouble, je ne suis pas sûre. Donc, dans ces cas-là, je vais vous proposer de prendre Guduchi. Alors, celle-là, j'en parle tout le temps. J'ai de la chance, on ne m'a pas encore surnommé Guduchi, mais je pense que ça va venir. Tripala et Amalaki. Aussi, pour votre système digestif, vous pouvez cuisiner, faire des vagars. Les vagars, c'est du ghee et des épices et qui sont une base pour ensuite cuisiner ce que vous voulez. Donc, dans un premier temps, vous utilisez 2-3 épices, pas plus. Hein, vous ne mettez pas du masala ou du ras al hanout ou du curry fort. Hein, c'est des mélanges d'épices, donc ça démultiplie l'effet. Et comme on n'est pas sûr du dosha fauteur de troubles, on va éviter de faire des choses trop fortes. Et aussi, dans votre cas, pour remonter l'acné, il y a une chose très simple qui coûte, non seulement qui ne coûte rien, mais qui fait économiser de l'argent, c'est le jeûne. Donc, le jeûne peut être fait de manière plus ou moins sévère et aura comme effet de remonter l'acné, sachant que quand par contre vous revenez à la normale, il faut faire très attention parce que au lieu de faire remonter l'acné, vous pouvez l'étouffer. Donc voilà pour le problème de gras Annie.
Quels sont les sports adaptés pour les constitutions Pitta Kappa, s'il vous plaît? Alors, les personnes Pitta Kappa, comment est-ce que je les nomme dans mon cours Pitta Kappa? Ça doit être le feu ancré. Je les nomme le feu ancré. Donc, les Pitta Kappa sont des très bons sportifs parce ils ont à la fois un esprit de compétiteur et en même temps, ils ont une bonne résistance physique. Donc, avec les Pitta Kappa et les Kappa Pitta, c'est les deux profils pour, euh, pour aller au JO. C'est si vous avez cette profil-là, vous êtes éligible. Bon, les autres aussi, mais avec plus de difficultés. Quand on est Pitta Kappa, la durée moyenne de sport conseillée par semaine, c'est environ 3 heures, sachant que c'est légèrement supérieur à la quantité moyenne conseillée en Ayurveda, qui est de 2h30 par semaine. Dans votre cas, il faut qu'on calme l'esprit compétiteur, parce que c'est pas bon pour vous. Et en même temps, il faut un peu bouger parce que sinon vous allez vous endormir. Donc du coup, des sports comme l'aïkido, qui c'est quand même assez physique, mais et c'est un art martial, donc c'est structurant. Ça va bien pour Kappa et en même temps, vous n'êtes pas du tout dans le combat puisque vous utilisez l'aïkido, c'est clairement une danse avec l'autre à travers des arts martiaux. Euh, Ensuite, il y a la natation. Alors, la natation, c'est un sport quand même assez. Alors, si vous nagez, genre, tu discutes pas avec ta copine, avec des palmes et tu as une planche devant. C'est tu nages vraiment. Si tu nages vraiment, c'est un sport assez violent quand même, hein. Euh, donc, avec la course à pied, c'est quand même des sports où on y va. Donc, la natation, où on nage vraiment. Pourquoi la natation? Parce que l'élément eau va calmer votre pitta, puisque c'est un élément froid et c'est un élément calmant de base. Et en même temps, le fait de nager étant un exercice qui peut être violent, entre guillemets, dans le sens où vraiment on y va du coup vous faire que kappa ne peut pas s'accumuler dans votre corps. Donc c'est un très beau sport préventif pour garder votre équilibre. Même chose pour l'aïkido. Sinon, il vous est conseillé de faire des jeux d'équipe. Euh, et dans le jeu d'équipe, j'allais mettre genre badminton, tennis. Après, je fais, oh ben non, surtout pas, parce que vous allez avoir en face un adversaire. Suivant comment vous le prenez, ça peut être un partenaire de jeu ou un adversaire. Donc, dans ces cas-là, on va choisir une équipe. Une équipe. Donc, par exemple, ça peut être du volley, du foot. Bien que ça stimule l'esprit compétitif, le fait qu'il y ait une équipe, ça calme beaucoup les personnes pita, qui sont plutôt des personnes en solo et qui veulent y arriver seules et briller tout seuls. Donc, ça leur fait travailler leur esprit de cohésion et que l'intelligence soit au service du groupe. Donc, c'est bien pour eux et en même temps, ce sont des sports où il faut bouger. Et pour quand il y a du kappa, c'est ce qu'il faut faire. Et enfin, si on veut plutôt aller sur des trucs védiques, il y a le Kundalini Yoga qui convient bien à ces deux profils. C'est quelque chose sur lequel l'esprit de Pitta peut se calmer, peut se recentrer, peut s'apporter de la douceur et en même temps, avec beaucoup d'exercices de respiration, c'est quand même un yoga qui stimule pas mal. Donc, ça vous conviendrait bien parce que je suppose que c'est pour vous. Voilà, je pense que c'est une réponse assez complète. Bonjour Joyce, j'aimerais me lancer en tant qu'auto-entrepreneur dans l'Ayurveda, mais je sens que j'ai du mal parce que j'ai peur, comme si je faisais tout pour m'auto-saboter, alors que je ne veux plus du salarié depuis bien longtemps. Merci. Alors, ce problème-là, c'est un problème que j'ai tous les jours en consultation. Tous les jours depuis 15 ans. Je rencontre ce problème. C'est c'est ce qu'on appelle la peur. Vous avez peur et vous n'êtes pas la seule du tout, du tout, du tout. Une personne sur deux qui doit faire un changement dans sa vie a peur et bloque le problème et bloque la situation. Et du coup, se retrouve dans une situation qui en fait lui convient pas, mais quand même, c'est moins pire que si on prend des risques. Et du coup, on vit à moitié et on attend que la vie nous pousse, nous pousse. Alors, au début, elle nous pousse gentiment, du genre, je te donne une petite synchronicité, ou deux, ou trois, ou quatre, ou cinq, ou dix. Et au bout de la dixième, elle fait bon. Alors, tu comprends pas comme ça, donc on va faire qu'il y a des choses pas cool qui arrivent. Et alors, du coup, on s'attire plein de trucs pas cool et on comprend pas pourquoi et on s'accroche parce qu'en plus, comme il y a des choses pas agréables qui arrivent, on se dit, bah justement, il faut surtout pas changer. Voilà. Et en fait, quand on lâche, et si c'est ce que devait faire, et ben,
On se regarde passer cette étape-là, on se dit mais pourquoi est-ce que je ne l'ai pas fait avant en fait, c'était pas si pire que ça. Donc bref, je ne suis pas en train de dire que le fait que d'être auto-entrepreneur à Ayurveda, c'est ce qu'il faut que vous fassiez. Mais en tout cas, vous êtes dans une situation qui est totalement typique de je veux pas ça, mais j'y reste. Ben non, vous voulez pas ça, donc vous y êtes pas. Et vous êtes dans un état d'esprit qui est ce qu'on appelle tamasique, c'est-à-dire que c'est la peur qui vous bloque. Donc en Ayurveda, le remède, c'est qu'il faut que votre esprit devienne rajasique, c'est-à-dire qu'il vous faut que vous soyez davantage motivé pour ce changement, et non pas pour ce changement, mais pour ce que vous voulez développer. C'est-à-dire, être entrepreneur en Ayurveda, ça comporte des risques. Ça, c'est le truc sur lequel vous êtes focalisé, à mon avis, genre, et si j'y arrive pas? Ok, ça c'est une question, mais je peux vous poser l'autre question dans le sens, et si vous y arrivez? Ah oui, est-ce que vous prenez le risque d'y arriver aussi, hein? Donc, et si vous y arrivez, ben du coup, qu'est-ce que ça fait? Ça nourrit vos valeurs, ça nourrit votre sens peut-être de vous lever tous les matins, de vous sentir utile, d'être indépendante. Donc, focalisez votre esprit sur ce que vous désirez et non pas sur ce dont vous avez peur. Si vous focalisez votre esprit sur ce dont vous avez peur, vous allez vous bloquer, vous êtes dans un état tamasique. Là, ça peut durer 10 ans, hein. Alors, par contre, une bonne nouvelle, chez toutes les personnes que je vois dans cette situation, ça prend du temps, des efforts, de la souffrance, etc. Mais le changement, finit toujours par se faire, mais plus ou moins rapidement. Donc, tôt ou tard, vous allez faire le pas. Auto-entrepreneur en Ayurveda ou autre chose, mais vous allez changer, ça c'est sûr. Euh, Donc, vous regardez ce que vous désirez. Le mieux, c'est d'être entouré de personnes qui désirent les mêmes choses que vous, qui désirent peut-être développer leur entrepreneuriat en Ayurveda. Donc, il faut que vous focalisiez votre esprit sur ce que vous désirez. En permanence, en permanence, en permanence. Qu'est-ce que je veux et non pas qu'est-ce que je ne veux pas. Et ça devrait vous aider à vous débloquer. Déjà, vous êtes déjà débloqué parce que il y a un moment donné où c'est juste plus possible de. C'est-à-dire qu'une fois que le mental vous a donné toutes les excuses pour pas changer, alors ces excuses, elles peuvent durer longtemps, hein. Bah, au bout d'un moment, ces excuses tiennent plus, hein. Même à nous-mêmes, quand on se les raconte un certain temps, on y arrive, on les justifie, voilà. Et au bout d'un moment, on se dit, mais bah non, en fait, non, ça me convient pas et je m'en vais, quoi. Voilà. Question 5. Quelles sont les meilleures plantes pour faire remonter Agni, problème de Pitta et aussi de Vata? Merci à vous. Alors, pour faire remonter Agni, il y a deux plantes mélanges qui sont parmi les meilleures dans ce qui est le plus simple de communiquer sur un YouTube Live. Le premier, c'est le Trikatu, qui sont mélange de pipalie, de gingembre et de poivre. C'est très piquant, mais ça va pas si vous avez un déséquilibre en Pitta, puisque ça va aggraver le problème. L'autre plante s'appelle Kutaki et elle est très amère. Donc, c'est pas top si vous avez un déséquilibre en Vata. Donc, vous donnez quelque chose qui soit vraiment top pour augmenter votre Agni alors que vous avez un problème en Pitta Vata, je vais devoir vous donner des génériques dont j'ai parlé avant. Tripala, Guduchi. Après, bien sûr, il peut y avoir des formulations, des choses plus complexes. Mais voilà. Donc, en fait, la stratégie en Ayurveda, quand on veut augmenter l'Agni, il faut passer sur quelque chose de très piquant ou de très amer. Et les deux, comme ils sont très quelque chose, il y a toujours quand il y a un truc qui est très quelque chose, ça finit par déséquilibrer un dosha. Donc du coup, et alors après, bon, si vous mélangez les deux, c'est qui tout double. Voilà ce que ça peut faire. Alors comme les deux sont asséchants, je pense que Vata va augmenter quand même. Et Pitta, on ne sait pas, parce que Kutaki, c'est très refroidissant. Parce que des fois, il y a des gens qui pensent que bon, ben, ça équilibre tel dosha, ça équilibre là, je les mets ensemble et donc ça va rééquilibrer tous les doshas. Mais en fait, ça peut faire l'inverse. Ça peut faire que les doshas qui étaient équilibrés jusque-là, avec le nouveau mélange, soient aussi déséquilibrés. Donc, c'est pas toujours une stratégie gagnante. Donc voilà pour votre Agni. Après, vous pouvez utiliser des choses dans l'alimentation qui remontent l'Agni, comme le ghee,
l'huile, en particulier d'olive, la fameuse cuillère à café d'huile d'olive le matin au lever. Alors le truc, ça ne te donne pas forcément envie de te lever, mais dans les heures qui suivent, ça te donne tellement d'énergie que tu te demandes pourquoi tu n'as pas fait ça toute ta vie. Et vous avez les épices en général, et vous avez l'alcool. Et oui, l'alcool a un effet positif, c'est qu'il augmente l'acné et qu'il a une tendance à transformer les toxines présentes dans le corps parce que rien n'est totalement positif et rien n'est totalement négatif en ailleurs et là. Question suivante. Quels sont les pranayamas que vous conseillez pour faire baisser efficacement le stress et l'anxiété? Alors, merci pour cette question parce que nous allons faire une pratique ensemble en direct et en live du pranayama Brahmari. Brahmari, c'est le nom d'une abeille et vous allez comprendre pourquoi on a donné à ce pranayama le nom de Brahmari. Lors de ma première école, j'utilisais beaucoup ce pranayama avec mes élèves qui pratiquaient dans les pauses. Elles ne faisaient pas des pauses café, encore moins des pauses cigarettes, hein, s'il vous plaît. Elles faisaient des pauses Brahmari. Je vous jure, c'est du vécu. Donc alors, Brahmari, qu'est-ce que c'est? On met 2 doigts sur les yeux. Alors attendez, il faut que je fasse un correctif. Okay. 2 doigts sur les yeux, un doigt sur le front, un doigt sur les joues. Et mes pouces, je vais donc fermer mes oreilles avec mes pouces, ce qui fait que je vais rien entendre que mon son intérieur au bout d'un moment. Et à ce moment-là, je vais faire ce qu'on appelle le son de l'abeille. Alors certains font du son home, mais enfin personnellement, moi j'ai appris en Inde d'un vieil Indien, non je vous jure, hein, c'est pas pour rien. J'ai appris en Inde d'un vieil Indien et voilà. Donc je trouve que c'est assez authentique. Donc moi je fais le son de l'abeille et je fais pas le home que vous avez peut-être appris en cours de yoga. Donc hop, et donc je vais faire comme un son d'abeille que je vais faire résonner dans ma tête. Donc j'inspire. Et on va faire ça 5 fois d'affilée. Vous faites ça avec moi. Il n'y a pas de raison que vous me regardiez faire Brahmari toute seule. Allez, on y va. Donc, on va le faire 5 fois d'affilée, hein. La première fois, c'était un essai. On recommence. Allez, 5 fois. Et là, vous êtes totalement recentré, normalement, calme, et on peut passer à la suite du YouTube Live. Alors, question suivante. Bonjour Joyce, je m'appelle Charline Devalière, j'ai 28 ans, je suis thérapeute, mais n'ai pas exercé et j'ai enchaîné sur un cursus en pâtisserie et cuisine en restaurant gastronomique. Mon parcours est difficile car je sors de 5 ans d'anorexie-boulimie et donc reconstruction personnelle. J'ai des difficultés à trouver mon équilibre car j'hésite toujours entre 2 choses, le calme dans mon corps dont mon corps a besoin et le mouvement perpétuel qui me rend passionnée de ce que je fais aussi. J'ai souvent un problème pour trouver un sens à ma vie et c'est très dur d'avancer avec cette pensée. Ma question, est-ce que je ferai de la gastronomie et est-ce que je voyagerai pour avoir une culture gastronomique ou est-ce que je ferai autre chose? Je ne veux juste pas me détruire une nouvelle fois et la restauration est intense et en même temps, je veux faire ce qui me passionne. Merci. Alors, Charline, du coup, j'ai regardé pour vous. Vous allez reprendre la gastronomie et vous allez sûrement avoir un poste de responsable, peut-être un responsable. C'est quelque chose comme responsable d'équipe que j'ai.
Mais en fait, vos problèmes alimentaires, ils vont pas s'arrêter. Euh, et je vous vois pas voyager. Donc, je vous conseille de consulter et d'être aidé parce que ça a l'air très compliqué, ces histoires alimentaires. Et apparemment, bon, il y a forcément des répercussions sur le système digestif. Bon, vous avez quelque chose avec les aliments, hein. Vous l'avez en très positif, mais vous l'avez aussi en négatif. Euh, Est-ce que j'avais autre chose? Oui, oui, Charline, vous avez un bon potentiel. Euh, vous pourriez faire des choses assez importantes quand même. Donc prenez ça en considération dans vos décisions et quand vous vous sentez pas bien. Euh, dans ce dans quoi vous êtes passionné, vous pouvez faire quelque chose vous pouvez réaliser votre rêve en fait. Vous avez les capacités je ne sais pas ce que vous souhaiteriez. Alors vous dites que vous voulez voyager, mais vous avez quand même une certaine forme de créativité et d'intelligence qui fait que même si vous ne voyagez pas, vous pouvez très bien, clairement, vous pourriez très bien avoir votre propre restaurant et avoir une très bonne réputation, par exemple, hein. C'est quelque chose que vous pourriez réaliser. Donc quand ça ne va pas, pensez-y. Euh, Parce que si vous ne faites pas de la cuisine, c'est une perte pour tout le monde. Ensuite, bonjour, ma maman Bernadette Houel, née Voltier le 12 juillet 1939, est aphasique. Donc aphasique, ça veut dire qu'elle communique très peu avec l'extérieur. Elle a également des tremblements d'attitude importants. Ah, 1939. C'est pas sympa, vous me donnez son âge, il faut que je calcule. Alors, elle a également des tremblements d'attitude. J'ai le sentiment qu'il y a un problème transgénérationnel venant de sa mère qui était dépressive et qui peut-être avait des choses à cacher. Avez-vous la capacité de couper ce problème transgénérationnel s'il existe et soulager ma maman? Une dégénérescence de la partie langage dans le cerveau a été déduite. Ok, c'est pour ça qu'elle est fatiguée. Merci pour votre aide. Alors, ah oui, il y a du bazar dans les lignées au-dessus, hein. Votre maman, moi j'ai une personne assez douce, qui parle pas, mais assez douce. Il y a de la douceur qui ressort de son énergie. Et avant qu'elle parte, il lui reste quelque chose à faire. Euh, Ça a l'air plus ou moins avec la question que vous posez quand même, hein. Ok, alors, problème transgénérationnel sur quoi? Est-ce qu'il y a un problème transgénérationnel? Alors, je vous rassure, il y a des problèmes transgénérationnels chez tout le monde, hein. Tous nos ancêtres, à nous tous, il y a des trucs qu'ils ont oublié de faire ou qui n'ont pas arrivé, donc ça crée des problèmes chez tout le monde. Donc, en 13 générationnel, tout le monde a du boulot. Ouais, il y a un problème d'expression dans la famille, mais je parle pas d'expression. Bien sûr, votre maman est aphasique, donc ça va de ça, ouais. Votre grand-mère aussi, qui effectivement faisait de la dépression avec des difficultés à s'exprimer. Il y a presque une impossibilité à s'exprimer. Ouais, il y a un problème. Donc, c'est un problème de ce chakra-là, en fait, le chakra de la gorge. Alors, c'est possible de couper le problème transgénérationnel. Mais madame, quand vous me dites ça, voici les conséquences possibles. Comme votre maman, il lui reste une chose à faire. Si on l'aide à faire cette chose-là, il n'est pas garanti qu'elle reste plus longtemps. Donc, c'est à savoir quand on essaie de régler des problèmes. Donc, c'est possible de l'aider à résoudre ce problème-là. Mais ceci pourrait enclencher le fait qu'elle parte plus vite parce qu'elle a fait ce qu'elle devait faire ici. Donc, voilà. Si on l'aide pas, qu'est-ce qui se passe? Ouais, elle va s'accrocher un certain temps, elle risque de tomber malade. Elle va s'accrocher, hein, elle va s'accrocher très longtemps si on ne l'aide pas, si elle reste bloquée sur cette problématique.
il y a quelque chose qui va se passer, elle partira pas tant que cette problématique est pas réglée. Donc, que ce soit par la force, que ce soit en n'étant pas bien ou en provoquant quelque chose dans la famille, euh, parce qu'il suffit que dans une famille, une seule personne change de positionnement pour que ça foute le bordel partout et que tout le monde soit obligé de se repositionner. Ah, c'est un vrai jeu de domino, les familles, hein. Donc voilà. Donc, alors, je traîne un peu à vous dire ce que je peux faire parce que je n'en ai jamais parlé et que ça ressemble à un coming out. Donc, voilà, mais il y a un moment, il va bien falloir. Donc, euh, votre maman, le plus simple, c'est de travailler en énergétique avec elle pour couper le problème transgénérationnel. Mais en même temps, ça va, comme je vous disais, effacer du karma. Et on est toujours en vie parce qu'il y a du karma. Donc, moi, je veux bien l'aider déjà à aller mieux en général, puisque l'aide est globale. Mais je sens qu'il y a ce risque-là. Donc, moi, si c'était... Alors, j'essaie de me mettre à votre place. Mais mettons, si c'était ma maman, franchement, je prendrais le temps de réfléchir. Donc, prenez le temps de réfléchir. Après, c'est pas obligatoire, hein. Elle peut justement profiter de son temps où il n'y a plus de karma à résoudre. Mais bon, souvent, la loi de l'univers fait qu'on reste pas si on n'a plus de karma ou si, voilà, les vacances dans l'univers, ça n'existe pas, hein. Euh, donc voilà, donc vous pouvez me contacter, on travaillera là-dessus. Sachant que bien sûr que ça va alléger toute la lignée, dont vous, hein, parce que alors souvent les problèmes générationnels, ça saute une génération, c'est la génération d'après. Voilà, et je suis très contente parce que j'ai réussi à ne pas dire ce dont je n'avais pas envie de parler. Donc ça reste un secret pour l'instant. Voilà, donc oui, c'est sûr de l'énergétique et travailler globalement sur ses énergies, aussi sur son moral et écrémer du karma. Mais globalement, pour son âme, si on écrème du karma et si on l'aide à écrémer du karma, c'est vachement mieux, hein. Mais voilà. Bonjour, Joyce. Ma sœur, qui a 29 ans, a très mal au ventre pendant ses règles. Y a-t-il des choses pour soulager ses douleurs de ventre pendant cette période? Alors, il faut savoir à quoi est dû le problème de douleur. Si c'est juste lié au fait que l'utérus se contracte, euh, voilà. À ce compte-là, c'est de la chatavari qu'il faut prendre. Chatavari. Après, elle peut avoir mal au ventre parce qu'il y a de l'endométriose, parce qu'il y a des fibromes, parce qu'il y a des kystes ovariens. Qu'est-ce que je retrouve d'autre? Parce qu'il y a de l'adénomiose. C'est pas mal déjà. Donc ça, en fait, c'est une bonne échographie qui peut le déterminer, tout simplement. Voilà, mais la chatavari devrait bien aider. La posologie est de 6 grammes pour 70 kilos. Donc, si elle doit, beaucoup de femmes font moins de 70 kilos. Donc, du coup, il faut faire une règle de 3. Bonjour, je suis danseuse. J'utilise donc beaucoup mon corps au quotidien, mais j'ai l'impression d'être hyperlaxe à différents endroits de mon corps. Genoux, coudes. Est-ce que l'Ayurveda aurait un moyen de se protéger sur le long terme? Oui, dans la routine de vie ayurvédique, tous les matins, on est censé mettre de l'huile de sésame sur l'ensemble du corps. Donc ça va fortifier vos articulations. Euh, et vous, effectivement, comme vous êtes hyperaxe, vous devez avoir une bonne tonicité musculaire, si c'est possible, parce que je ne sais pas à quel point vous avez besoin d'être souple suivant la danse que vous faites. Mais il y a vraiment besoin d'une bonne tonicité musculaire pour tenir les articulations, parce que le risque, c'est que vous cassiez une articulation en étant hyperlaxe, qu'il y ait des problèmes articulaires qui s'installent. Donc, du coup, on lubrifie quotidiennement avec de l'huile de sésame avant la douche, sur l'ensemble du corps, particulièrement sur les articulations hyperlaxes. Et vous veillez à garder une certaine tonicité musculaire. En prévention, ça me semble tout. Et bien sûr, après, quand vous travaillez, vous devez faire attention d'être dans l'alignement.
Et ça, il y a un yoga qui y travaille, qui pourrait être bien pour vous pour travailler votre alignement, du coup, qui est le yoga Iyengar, qui travaille que toutes les postures de yoga travaillent tout l'alignement articulaire, musculaire, etc. Et ça peut être un super travail, d'autant que vous travaillez avec votre corps. Est-ce que l'Ayurveda aurait un moyen de se protéger sur le long terme? Non, pardon, c'était vous. Bon, j'ai terminé sur la question. Non, il y en a d'autres qui sont venus. Alors, on reprend les questions. Bonjour, jolie Joyce. Merci. Faut dire que je fais des efforts, hein. Je pense, je mets des petits bouts d'oreilles, je mets du rouge à lèvres avant de vous retrouver. Je prends soin de moi. Euh, Vata dominant, Pitta en ostéoporose. Vata... Ah, ok. Vous êtes ou un profil Vata dominant avec Pitta en deuxième. Ok, Vata Pitta, c'est bon, j'ai compris. En ostéoporose précoce, avec des fractures, peut-on soigner complètement la solidité des os et comment sport conseillé? Ça dépend de l'âge. Oui, ça se soigne bien l'ostéoporose. Mais après, en fait, il faut récupérer une lacune. Donc, ça dépend de la lacune. Alors, ça dépend de la quantité de la lacune et ça dépend si la lacune continue à se recréer pendant qu'on essaye de combler la lacune. Autrement dit, est-ce que ça continue à se déminéraliser alors qu'on essaie de reminéraliser? Donc, pour la solidité des os, ce qu'on donne, c'est le truc qui va le plus rapidement, c'est prendre des coquilles d'œufs, donc n'importe quel œuf. Bio, c'est mieux. Non, bio, c'est nécessaire. Euh, qu'on met dans du jus de citron vert toute la nuit et on boit le jus de citron en filtrant tous les matins. Donc ça reminéralise ultra rapidement. Il est conseillé de manger et de boire des amandes en purée, en lait, pardon. Après, il y a des plantes. Alors ça, du coup, ben, voilà, c'est juste des choses que vous pouvez faire avec votre alimentation. Pour l'ostéoporose, alors oui, je suis désolée, je sais que il est de commun augure de dire que le sport est bon contre l'ostéoporose. Pour nous, comme l'ostéoporose est un problème de vata dans ce qu'on appelle Majja, non, le sport, ça augmente vata, donc non, on va pas dire qu'il est conseillé de faire du sport. Après, le sport appartient à une hygiène de vie globale, mais... et après, il y a Shatavari, dont j'ai parlé avant, qui reminéralise. Il y a Shalaki aussi, Boswellia serrata, qu'on trouve assez facilement. Et puis après, il y a des formules plus complexes. Et aussi, boire du lait. Alors, je sais que la naturopathie et beaucoup de médecine douce aujourd'hui ont fait une réputation au lait, c'est juste déprimant. Et puis, avec un mélange de, comme si tous les produits laitiers avaient le même impact sur le corps, ce qui n'est pas le cas. Mais le lait, pour nous, en Ayurveda, voilà, on n'est pas fâché avec. C'est juste, ça dépend des cas, ça dépend comment il est fait. Mais en l'occurrence, si vous voulez prendre soin de vos os, alors ne mangez pas des yaourts Danone, s'il vous plaît, mais du lait, c'est la meilleure nutrition pour les os qu'on puisse prendre. Euh, donc après, vous pouvez choisir celui qui vous convient, mais c'est une excellente nutrition, même pour l'ensemble du corps, sachant que c'est quand même notre premier aliment, hein. Donc voilà pour l'ostéoporose. Ah oui, et puis contre l'ostéoporose, faites des massages aussi à l'huile de sésame tous les jours, parce que l'huile de sésame, ça pénètre dans le corps et ça redensifie l'os. Radio à l'appui, j'ai vu. Enfin, j'ai vu ça en clinique. Alors, Joyce, c'est quoi le lien avec un problème de Granny et une résistance à l'insuline? Alors, Granny, donc on a un problème d'Agni trop faible. Soyez une aggravation de Vata, de Pitta, de Kapha ou des trois doshas. Donc ça, c'est la manière dont on voit les problèmes digestifs en Ayurveda. De l'autre côté, la production d'insuline, c'est quelque chose d'allopathique. L'allopathie, la médecine moderne s'est dit, OK, nous, on a le concept de l'insuline. On produit un truc qui s'appelle l'insuline et qui redescend, qui permet d'équilibrer le taux de sucre dans le sang. Euh, donc, c'est quoi? En fait, quand il y a une résistance à l'insuline, c'est qu'on a du diabète. Forcément, du coup,
Ça veut dire que le taux de sucre dans le sang est plus maîtrisé, donc on a du diabète. Donc en fait, la question, c'est quel est le point commun entre les problèmes digestifs et le diabète? Le point commun, c'est l'AGNI. Normalement, si l'AGNI est bon dans les deux cas, ça peut prévenir le diabète. Et si l'AGNI est bon, il n'y aura pas de problème digestif. Néanmoins, les deux ne sont pas directs parce que on peut très bien avoir. Alors, dans le pire des cas, on peut avoir un super bon AGNI, mais quand même avoir du diabète. C'est quand même possible. Donc, le lien, il n'y en a pas en fait. Il n'y a pas de lien direct entre les deux. Bonjour Isabelle. Isabelle Le Guépita, je ne me sens pas épanouie. Suis-je dans mon chemin de vie, dans le travail ou dans d'autres domaines? Quoi faire pour pouvoir me sentir vivante? Je suis désolée, hein, si vous me posez des questions en médiumnité, il y aura un moment de silence, hein, vous comprenez. Euh, euh, En fait, vous avez besoin de travailler. C'est pas par le changement que vous allez avoir ce que vous voulez, parce que vous n'avez pas suffisamment de force pour faire des changements. Euh, donc, en fait, il faut, entre guillemets, corriger les fragilités intérieures que vous avez. Donc, en fait, c'est par du travail sur vous que vous allez améliorer votre situation. Et par voie de conséquence, si nécessaire, faire des changements. Mais là, essayez pas de changer de travail ou de... J'ai vu un homme passer, je me demande si c'est votre compagnon ou votre père, enfin, ou de changer d'habitation. N'essayez pas de faire des changements maintenant. Essayez de vous renforcer déjà. Donc, de savoir quelles sont vos faiblesses, qu'est-ce qui est fragile chez vous et comment remédier pour avoir davantage de force, de structure et de confiance en vous, de détermination. Et à ce moment-là, faites des changements. Mais commencez par l'intérieur d'abord. Ah, Isabelle, c'est vous qui parliez de... Ok, ok, je comprends mieux. De l'entrepreneuriat en Ayurveda. Ok. Alors, du coup, je vous conseille effectivement de faire vu ce que je vois, faites un mi-temps. Vous avez besoin de sécurité pour l'instant, effectivement. Euh, donc, faites pas d'un coup entrepreneuriat. Vous faites différenciement entrepreneur. Vous prenez un boulot à mi-temps. Mais il vous faut une structure. Vous, en fait, on a une problématique de structure intérieure. C'est-à-dire que, comme je vous disais avant, il y a des fragilités. Donc, vous avez besoin de combler, de structurer ça pour pouvoir vous permettre de sortir d'une structure. Une fois que c'est fait, donc vous n'avez pas besoin d'attendre, voilà, de vous ressentir plus fort, avoir plus confiance en vous et vous sentir à même de défendre vos idées, notamment face à votre famille. Euh, Allez-y sur l'Ayurveda, mais faites 50% de... Voilà, prenez un boulot qui n'est pas stressant dans le sens où vous avez de l'argent qui... C'est relativement... Voilà, c'est ce que vous savez faire. Ça vous prend pas beaucoup d'énergie. Vous avez de l'argent qui tombe. Euh, voilà. Donc, ça vous permettra de faire le lien. Donc, je comprends pourquoi vous aviez la question sur pourquoi vous aviez peur. Donc, mais j'avais pas lu en médiumnité, je répondais de manière générale. Donc en médiumnité, vous avez peur parce que actuellement vous n'avez pas les ressources intérieures pour pallier à tout ce que votre mental va vous dire en termes de peur. Pour l'instant, il faut que vous vous fortifiez. Donc faites bien ce changement, mais gardez une type de structure. On ne fait pas tout d'un coup.
et faites-vous accompagner et au fur et à mesure, vous allez trouver, mais c'est le bon chemin pour vous parce que c'est en faisant que vous allez vous fortifier aussi. Mais effectivement, ça fait beaucoup de peur à gérer pour vous. Eh bien voilà, alors, ta, 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 ta. Alors, je vais devoir vous quitter et j'essaie de regarder les dernières questions. Il en reste quelques-unes. Est-ce que je peux faire? Parce que là, il faut que je sois stricte sur mon planning. Sinon, je vais pas être à l'heure. Il y a des gens qui sont pas contents quand on n'est pas à l'heure. Alors, donc il y a, ok, il y a Anissa. Bon, Anissa, je vais avoir le temps de répondre à toutes tes questions en Inde. Euh, et Valérie, est-ce que vous pourriez reposer la question au prochain YouTube Live? Parce que si je réponds en 2-2, c'est moins bien que si j'ai le temps de m'y poser. Donc, je vais refaire en mois d'août aussi, hein. Pas de vacances pour les YouTube Live. Donc, je vous souhaite un très bel été. Recentrez-vous bien, reposez-vous bien. Et s'il vous plaît, ne pensez pas qu'à la rentrée, parce que vous êtes reposé, vous allez pouvoir faire 10 choses en plus que l'année d'avant. Ça ne marche pas comme ça, parce que sinon, je vous retrouve en cabinet et au bout d'un mois, vous êtes épuisé. Donc, reposez-vous, regardez ce qui est essentiel pour vous. Qu'est-ce que vous voulez faire grandir d'essentiel dans votre vie à la rentrée et non pas 3000 trucs. Parce que c'est une tendance actuellement qui fait du mal à tout le monde, le fait de croire qu'on peut tout faire à la fois. On peut tout avoir dans sa vie, mais pas forcément au même moment. Euh, et donc, je vous retrouve de toute façon au mois d'août. Peut-être que vous serez sur la plage pendant que je ferai le YouTube Live. Et d'ici là, profitez bien du soleil. C'est un moment où on peut décompresser et vive l'été. À très bientôt.